Le 30 avril, à 1 h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7 h du matin, l'ennemi se dévoile à la hauteur de l'auberge de Cameron. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre: « Nous avons des cartouches et nous ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. Il ne reste autour de Modé que 5 hommes. À 5 heures, l'assaut final est donné. Ils font face, déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi. Ils vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie: « Rendez-vous! Nous nous rendrons si vous soignez nos blessés et si vous nous laissez nos armes. » Leurs baïonnettes restent menaçantes. « On ne refuse rien à des hommes comme vous, » répond l'officier. Ces 60 hommes ont résisté pendant 11 heures à 2000 Mexicains, en ont tué 300 et blessé autant. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que les noms de d'Anjou, Villain et Modé seraient gravés sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription: « Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. » C'est déjà une vieille histoire, Cameron, il y a plus d'un siècle. C'est un combat parmi tant d'autres. Un petit combat, après tout, puisqu'il n'y avait qu'une 60aine de légionnaires, opposés, il est vrai, à 2000 Mexicains. Ils ont été anéantis et pourtant on peut considérer que c'est une victoire, puisqu'ils ont sauvé le convoi qu'ils étaient chargés de protéger. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'ils aient tenu 10 heures dans des conditions absolument inimaginables. Et malgré une souffrance atroce, peut-être pire que toutes les autres, la soif. Ils n'étaient plus que 5, plus que 3, et ils refusaient de se rendre. On a dit que ce fut un combat de géants, c'est vrai. Aujourd'hui, Cameron est commémoré le 30 avril comme une fête religieuse. C'est le symbole du serment tenu contre tout espoir. C'est l'héroïsme à l'état pur. Faire Cameron est une sorte de mot de passe que l'on se transmet de génération en génération. Et depuis 1863, il y a eu beaucoup de Cameron. Le général Rollet, c'est un personnage. On l'appelle le premier légionnaire de France et plus couramment le père de la Légion. Bien que ce ne soit pas lui qui a fondé la Légion. Il a été le premier général de la Légion, le premier général inspecteur de la Légion. C'est pour lui qu'on a créé ce poste d'ailleurs. Il a été sous-lieutenant à la Légion, il a fait pratiquement toute sa carrière et particulièrement une extrêmement belle guerre pendant la guerre de 14-18. Il était lieutenant-colonel et il commandait le régiment de marche de Légion étrangère. Son régiment s'est tellement couvert de gloire que le général Pétain disait de ce régiment: « Vous ne vous arrêterez pas dans vos succès, mais je ne m'arrêterai pas non plus. Dussé-je inventer pour vous de nouvelles récompenses? S'il le faut, votre drapeau sera officier, commandeur de la Légion d'honneur. » Il y a eu beaucoup de noms prestigieux à la Légion. Il y a eu le prince Hadj de Danemark, de la famille royale de Copenhague, qui était l'arrière-petit-fils de Louis-Philippe. Il est mort en 1940, il était chef de bataillon à la Légion. Il y a eu beaucoup de monde à ses obsèques, et ses cendres reposent au carré du légionnaire. Il y avait un sous-lieutenant qui s'appelait Kara Georgievitch, connu sous le nom de Kara, et qui devint plus tard le roi Pierre Ier de Serbie. En 14-18, Blaise Cendrars, l'écrivain. Enfin, on pourrait citer le maréchal de MacMahon, le prince Napoléon. Le comte de Paris y est passé également. Et puis, il y eut le colonel Amilcar Vary,
prince géorgien d'origine, qui a donné son nom à une promotion de Saint-Cyr. Il commandait la Légion à Bir Hakeim, sous les ordres du général Koenig, qui lui-même y a fait sa carrière. D'une folle bravoure, le colonel Amir Gouvari a été tué peu de temps après. La discipline est très rigoureuse, implacable. Mais une faute sanctionnée est une faute lavée. Les légionnaires le savent bien et s'inquiètent presque lorsqu'une punition se fait atteindre. Oui, on dit que les légionnaires sont des aventuriers. C'est un mot qui est assez curieusement devenu péjoratif. Ils sont des aventuriers, bien sûr, si on appelle ainsi ceux qui ont le goût de l'aventure. Il faut l'avoir, c'est absolument indispensable pour être à la Légion. Ce goût de l'aventure, on peut dire que c'est l'inverse de l'embourgeoisement. On ne veut pas de ronde cuir à la Légion. Le candidat doit être capable de servir sous toutes les latitudes et dans des conditions parfois très médiocres. Il s'engage pour des raisons très diverses. Il y a des raisons politiques, bien souvent. Des réfugiés d'un pays ou d'un autre, ça dépend des époques. Certains peuvent avoir des petits délits à se reprocher, jamais très graves parce que les criminels ne sont pas acceptés à la Légion. Elle ne tient absolument pas à avoir dans ses rangs le rebut de la société. Il y a ce goût de l'aventure. Puis il y a sans doute le mythe de la Légion, le prestige immense, on ne peut pas le contester, dont elle jouit à l'étranger. La durée d'engagement minimum au départ est tout de même de 5 ans. Il s'engage à titre étranger obligatoirement, ça ce ne serait pas la Légion étrangère. Bien souvent, mais pas forcément sous un nom d'emprunt, avec un faux âge éventuellement, peu importe, pourvu qu'il subisse avec succès la visite médicale qui est extrêmement sévère. Ainsi que la sélection morale, contrairement à ce qu'on croit, n'importe qui ne peut pas s'engager à la Légion. Ils viennent de nationalités très diverses. Bon, je crois qu'on a compté jusqu'à 52 pays représentés. C'est très différent de la régulière. D'abord, ce sont des volontaires dont la Légion couvre l'anonymat. Des volontaires dont beaucoup renouvellent leur contrat, comme pour rester dans cette nouvelle famille. Ce sont des hommes, et pas des gosses, puisque à une époque encore assez rapprochée, la moyenne d'âge était de l'ordre de 27 ans, 28 ans. Elle est plus jeune maintenant. On peut dire que ce sont des professionnels qui apprennent leur métier, non pas en 16 mois, mais en 5 ans. On leur demande d'avoir du caractère. On ne veut pas de médiocres. Puis il y a une caractéristique de la Légion, certainement, c'est l'encadrement sous-officier. Ils ont des sous-officiers absolument remarquables qui sont tous issus des képis blancs. Et qui, sans doute, sont mieux aptes que quiconque à comprendre le deuxième classe dont ils sont issus. Sidi Bel Abbès, c'était le berceau de la Légion. Ce n'est pas là qu'elle a été fondée, mais d'abord la ville de Sidi Bel Abbès a été en grande partie construite par les légionnaires. Tous légionnaires, affectés ensuite dans un autre régiment ou autre bataillon, étaient passés par Sidi Bel Abbès. Ça a été certainement très dur pour la Légion de quitter son berceau, qui a été reconstitué à Aubagne. Et Aubagne cherche, pour maintenant les mêmes traditions, dans un décor différent, à retrouver Bel Abbès. C'est une unité disciplinée et non pas disciplinaire. Ça n'a rien à voir. Un corps où toutes les couches sociales sont représentées. Oui, je sais, certains les appellent des mercenaires. C'est un peu une insulte dans leur bouche. Je ne pense pas que ce soit des vrais mercenaires. D'abord parce qu'ils ne sont pas libres. Ils sont engagés pour 5 années et ils respectent leur contrat. Ils obéissent et ils vont là où on les envoie. Et puis il me semble que dans le mot mercenaire, il y a comme une idée de cupidité. Alors pour le prix qu'ils sont payés, ce sont d'abord des soldats de métier. Des combattants professionnels hors pair, pratiquement les seuls. Lorsqu'ils ne se battent pas, ils construisent, ils bâtissent. Des hommes qui sont venus de tous les pays du monde, avec chacun sa personnalité, très forte, très différente. Pourtant, ils ont tous en commun un trait caractéristique
indéfinissables, ce sont des légionnaires. On ne peut pas dire que la Légion est sacrifiée, ce n'est pas vrai. Pas systématiquement, du moins. Pour une tâche difficile, un morceau très dur à enlever, on envoie la Légion, bien sûr, mais à cause de son efficacité. Il est vrai que dans la défensive, elle ne décroche que lorsque les unités de la régulière ont pu se replier. C'est traditionnel, alors à ce point de vue, on peut dire qu'elle se sacrifie. La Légion est très connue, aussi bien, peut-être mieux à l'étranger qu'en France. Elle est jalousée parfois, c'est certain. Ça n'empêche pas qu'elle soit admirée, enviée. Sa réputation n'est pas surfaite, on connaît ses traditions. Son statut si particulier qu'il n'a jamais pu être imité. On connaît ses faits d'armes innombrables, de véritables exploits. C'est une troupe exceptionnelle qui doit s'adapter et s'adapte à toutes les missions. Des combattants et des bâtisseurs. L'efficacité et l'héroïsme jusqu'à la mort. Ce sont les meilleurs soldats du monde. Pourquoi les légionnaires se battent-ils et si bien? On ne parle pas de patrie. Bien qu'il y ait une devise qui soit assez connue de la Légion, qui est Legio Patria Nostra. Il y a également honneur et fidélité. Alors pourquoi se bat-on? Appelez ça comme vous voudrez, je crois qu'il y a un certain sentiment de fierté, un amour-propre formidable. Une très grande solidarité. Et puis aussi une grande tradition dont ils sont complètement imprégnés. La plus grande insulte que puisse proférer un légionnaire vis-à-vis d'un de ses camarades après un combat, c'est de dire « tu n'es pas un légionnaire ». Oui, les légionnaires ne sont plus en France, bien sûr, ils sont à l'extérieur, ils sont dans des territoires plus ou moins lointains comme Djibouti, Madagascar, Tahiti, où ils subissent un entraînement très poussé de combattants, où d'autres sont des bâtisseurs. Ils construisent beaucoup des pistes, des aérodromes, etc. Et où ils ne connaissent pas beaucoup d'aventures. C'est le sens de l'aventure qui a changé. L'aventure, on n'en parle jamais. Par pudeur, par crainte du ridicule. Et pourtant, elle nous colle à la peau. Et puis, si par malheur on avait besoin de nous, on saurait bien nous trouver.